Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Martin et Chloé. Ils sont arrivés en novembre 2022. Dès leur arrivée, ils ont acheté un véhicule pour pouvoir travailler dans les fermes et faire le tour de l'Australie. Salut! Salut! Bonjour! Comment ça va? Super! Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc, moi, c'est Martin. Je suis boulanger-pâtissier en France. J'ai 25 ans et je suis parti en Australie avec ma copine. Moi, c'est Chloé. J'ai 22 ans. Et moi, en France, je suis serveuse et vendeuse en boulangerie. D'accord. Donc, vous êtes pâtissier et boulanger-pâtissier et serveuse. Est-ce que vous avez essayé de chercher du boulot dans ce secteur ou est-ce que c'était compliqué pour vous? Alors, pour ma part, c'est pas quelque chose que je voulais faire. J'avais vraiment envie de changer de secteur. J'avais envie de changer de la France, voir de nouvelles choses. Donc, pour ma part, non. Et pour moi, depuis 1 an et demi, c'est quelque chose qui me manque énormément. Mais on n'a pas forcément essayé de chercher parce qu'on a trouvé que pour trouver du travail en couple en ville, avoir un minimum d'heures et que ce soit rentable au niveau des sorties ou pas, on a préféré rester en ferme, à l'écart des villes, pour économiser. D'accord. Donc vous avez commencé par quelle ville? On est arrivé à Brisbane. Ouais. Pendant 2 semaines, on a pris une auberge de jeunesse pour tout ce qui est administratif. Trouver une voiture et un logement, et ça s'est fait plutôt rapidement parce que une fois nos 2 semaines d'auberge finies, on a pu commencer l'aventure, donc ça a été très rapide. Ok. Et pourquoi vous avez choisi Brisbane comme ville d'arrivée? Parce que déjà, on connaît pas mal de personnes qui sont parties en Australie et qui sont arrivées sur cette ville. Après, au niveau des températures, Brisbane, c'est l'idéal. Oui. Et Chloé a de la famille sur Brisbane, donc on avait une adresse, des gens à qui parler au début pour nous aider. Ah oui. Donc c'était le top. Ouais, un super avantage ça, oui, d'avoir de la famille une fois sur place. Ils sont australiens, ta famille? Alors ils sont d'origine française, mais ils sont venus s'installer. Alors ils avaient fait un backpack comme nous il y a très longtemps, et depuis 8 ans ils sont restés en Australie. D'accord, bah, génial. Et donc, vous avez acheté un véhicule, un 4x4 avec une roof-tente, c'est ça? Oui, on a un Nissan X-Trail de 2005 avec laquelle on a acheté avec une rooftop tente et avec quelques matériels de camping. Et puis après, on l'a équipé à notre sauce, entre guillemets. On a acheté tout ce qui est frigo, panneaux solaires, batterie, tout ce qui nous manquait en fait pour être vraiment autonome à 100%. Yes, ok. Et donc, vous avez dit qu'en 2 semaines, vous avez pu trouver un job. Comment vous avez procédé pour trouver votre premier boulot? On est allé sur Wikifarm, sur une application qui me semblait payant. Je crois que c'est 5 € ou 5 $ pour ouais, c'est ça à peu près, ouais. l'année. Et du coup, on a spammé les agriculteurs et les fermes pendant toute une journée. On a appelé, envoyé des mails, envoyé des messages. Et tout ce qu'on pouvait, on l'a fait. Au bout de 2 jours, on a enfin reçu un appel positif. D'accord. Et du coup, c'était pour quelle ferme et dans quelle ville? C'était une ferme d'avocats à 2 heures à l'ouest de Brisbane, au niveau de Toowoomba. Ouais, donc pas loin en plus de Brisbane, donc super. C'est ça, pas loin de Brisbane, ouais. Donc votre premier boulot, c'était vous faisiez du packing d'avocats et vous avez enchaîné d'autres jobs en ferme. Donc quels étaient les autres boulots et dans quelle ville vous étiez? À rentrée, on a fait directement après celle d'avocat, on a fait une ferme de myrtilles. Là-bas, on a fait du picking, situé exactement au même endroit en fait.
Mais vu que c'était la fin des avocats, on a enchaîné sur les myrtilles. Oui. Ensuite, on est parti dans le sud, dans une ferme de tomates. Là-bas, on a fait, pour ma part, du picking. Et pour Martin, c'était du leafing. Donc, ça consiste à enlever les feuilles des plants de tomates pour qu'ils puissent mieux pousser. D'accord. C'était toujours dans le Queensland, ça? Ouais, on était plus dans le sud, donc on était à côté de Melbourne. Donc, la ville exacte, c'était Maryborough. D'accord, dans le Victoria, alors. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, on est arrivé à Perth, donc à Harvey. Et là-bas, on a trouvé une ferme de mandarines, pamplemousse, citron et avocat. Et on s'occupait uniquement du packing. Et on était tous les deux à faire ce packing. C'était très bien. C'était vraiment une bonne ferme. C'était ma préférée. Parce que vraiment, c'était bonne ambiance, etc. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Italien et tout ça, c'était super. Ouais. Et donc, généralement, dans les fermes, on était pratiquement tout le temps logés. Ou alors, on devait trouver un camping à côté, à proximité. Et généralement, c'était des campings où c'était pas très cher. Donc, c'était cool pour économiser de l'argent, on va dire. Et quand vous étiez logés, vous devez payer quelque chose ou c'était vraiment gratuit? Alors, non, on a toujours payé. C'était approximativement entre $140 et 280. Pour vous deux? À deux. À deux, ouais, donc ça va. Et pour le camping, vous payez à peu près combien? Dans les mêmes prix, on est sur du $140-200. D'accord. À deux. Et là, actuellement, donc on est en ferme d'ananas. Et là, par contre, on a la chance de ne pas payer d'accommodation parce qu'on est directement logé à la ferme, accès avec une douche, les toilettes, l'électricité et une cuisine. Donc c'est super. Et ici, on s'occupe un peu de tout. On fait du picking, de la plantation, du packing, de la vente à la ferme. Donc on fait à peu près toutes les tâches possibles, de l'entretien, bien évidemment. D'accord. Et quand vous dites de la vente, ça veut dire que c'est les personnes qui se déplacent à la ferme pour acheter le produit? On fait à la ferme et on fait aussi des marchés. Où là, du coup, on va dans des villes un petit peu plus grandes et on vend nos ananas. Et là, vous êtes dans quelle ville, là? Et là, actuellement, on est à côté de Mackay. C'est plus au sud d'Harley Beach, Queensland. Donc, vous avez fait plusieurs fermes dans différents endroits. Donc, ce qui vous a permis de faire le tour de l'Australie et de faire votre road trip en même temps. C'est ça. En fait, on a toujours fait du travail, faire notre trip, regagner de l'argent avec une autre ferme, voyager, etc. En général, on utilise toujours la même technique pour trouver du travail. Wikifarm. Et généralement, en 3 et 4 jours, grand max, on avait une réponse positive. Bon, c'était quand même une centaine de mails ou de CV d'envoyés, d'appels, pour au final que 2 ou 3 réponses, dont 2 négatives, mais au moins une positive, donc c'est le principal. Ouais, donc vous passez 2-3 jours à envoyer, à appeler, on va dire entre guillemets harceler les employeurs, jusqu'à que vous ayez une réponse positive et ça payait. Ça paye, exactement. Ouais. On a eu de la chance. Ouais. Et vous avez quand même fait 6 fermes différentes. Oui. D'accord. Donc, en 1 an et demi, ça vous vous avez pu faire quasiment le tour de l'Australie, travailler dans différentes fermes et trouver assez rapidement du boulot. C'est ça. C'est ça. On est passé par la Tasmanie, par le centre. On a pu faire le tour, sachant que la ferme de Myrtille, sur la fin de la saison, on n'est pas tombé au bon moment. On bossait pas forcément énormément, mais voilà, ça nous a permis de faire le tour. Oui, vous avez su rebondir et trouver une autre ferme par la suite. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, vous y étiez véhiculé. Est-ce que pour vous, c'est primordial d'avoir une voiture pour bosser en ferme? Ouais, c'est pratiquement obligatoire. Hein. Les employeurs nous ont à chaque fois demandé si on avait une voiture. Déjà pour aller au travail, c'est quand même relativement plus facile. On n'a pas besoin d'être dépendant des autres. Après, nous, on a la chance d'avoir une roof tente. Donc ceux qui ont un van, c'est pareil. On peut dormir un peu partout. Généralement, dans les villes, il y a pas mal de campings qui sont assez peu chers. Comme on l'a dit, nous, on a dormi 4 mois en camping. On payait $120 la semaine. Donc avec une cuisine, des douches, une piscine. Donc c'était vraiment le top du top. Si les conditions météorologiques sont bonnes, c'est très bien. Ouais, voilà, c'est le top.
Après, là où on est actuellement, on campe sur le lieu, donc c'est encore mieux. On n'a pas besoin de payer de camping. On n'a pas besoin d'utiliser la voiture non plus pour vous êtes sur aller au place. travail vu qu'on est sur place. Mais ça reste quelque chose pour moi d'indispensable. Ouais. Oui, bien plus facile et même pour faire vos courses. J'imagine qu'il n'y a pas de supérette juste à côté de la ferme. Oui, effectivement, il faut faire au moins 15 minutes de voiture pour avoir un magasin, avoir le magasin le plus proche. Ouais. Mais c'est vrai que nous, c'est toujours une question que les employeurs nous demandent quand on cherche du travail. Donc, alors c'est possible de travailler en ferme mais de ne pas avoir de voiture, mais ça handicapant pour trouver. Ça réduit les chances quoi. Voilà. Non mais ouais, je suis d'accord avec vous. En moyenne, combien vous faisiez d'heures par semaine? Entre 30 et 40 heures. Bon, là, la ferme d'ananas, c'est un peu différent. On a fait des bonnes semaines vers Noël. Chloé, elle a bossé environ 62 heures. Ah oui. Un peu moins. En général, 30-40 heures. D'accord. Là, cette semaine, on en a fait 38-40. Ouais. Donc, ça reste une bonne semaine. Quel était votre salaire en moyenne? On a toujours été au minimum. Donc, en ce moment, c'est 28-26 dollars bruts par heure. Ouais. Ça a été augmenté il y a peu de temps, donc c'était en janvier, donc ça, c'est super. Ça a toujours été la même chose, donc c'était super. Et donc, ça fait combien à peu près la semaine? Si on est sur un 40 heures, on est à 960 dollars à peu près. D'accord. Net. Ouais, ce qui est un salaire correct. Et vous étiez en casual? Vous êtes toujours en casual? Oui. Toujours, et on n'a jamais eu de problème avec ça. On s'est jamais fait virer du jour au lendemain. Et on n'est jamais parti du jour au lendemain non plus. Ça va dans les deux sens. Oui. Il y a le respect qui est dans les deux sens, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des avantages à travailler dans des fermes? Le plus gros avantage pour moi, c'est d'être loin des villes, des grandes villes où on peut finir le travail, se dire on va aller boire une bière, une deuxième, du coup dépenser de l'argent. Alors qu'ici, vu qu'on est resté loin de tout, ça on se le dit pas, on est moins tenté. Du coup, tout l'argent qu'on fait, ça reste sur le compte et plus limité, pour le road trip, c'est le top. Ouais. Plus changer professionnellement, moi ça m'a fait du bien entre guillemets parce que je voulais vraiment changer autre chose de la France. Donc ça me fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Le fait d'être entre guillemets plus courageuse. En France, un travail comme ça, je pense que je serais pas restée 3 semaines quoi. Alors que là, j'ai tenu des 3 mois, donc je suis plutôt fière de moi. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Ouais, et le fait d'être entre en couple aussi, ça vous motive et ça vous encourage de bosser ensemble. Oui, c'est sûr. Est-ce que pour vous, il y a des inconvénients de travailler en ferme? Le plus gros inconvénient qu'on a eu sur pratiquement toutes les fermes, sauf celle de tomates, c'est la météo. S'il fait pas beau, généralement, tu vas pas bosser. Et la ferme de tomates, ce qui était cool, c'est que c'était une ferme couverte. D'accord. Donc c'était des grandes serres immenses. Donc même s'il pleuvait, on bossait. Donc ça, c'était super cool. D'accord. C'est vrai que la météo, c'est pas facile. On peut rien y faire malheureusement. Et quand on peut pas travailler, on gagne pas d'argent. Ouais, c'est ça, l'inconvénient. Après, est-ce que vous êtes tombé sur des grosses périodes où vous n'avez pas du tout bossé? Oui. Oui, au début, aux myrtilles, on a bien bossé les 2 premières semaines. Et après, fin de saison où on faisait des fois que 20 heures par semaine. Donc, c'était très peu. Et là, on est dans une période aux ananas, vu qu'on est un peu dans le nord. C'est la saison des cyclones et des pluies. Il fait très chaud. Ah oui. Il fait très chaud. Là, ça fait 2 semaines, on avait eu pas mal de pluie. Bon, il fallait qu'on bosse. Il y avait des ananas à récupérer et donc on a travaillé. Et donc vous bossez quand même sous la pluie parce que pour éviter les pertes d'ananas. C'est pas agréable. En même temps très chaud, mais en même temps avec beaucoup de pluie, donc c'est vraiment pas facile. Parlons du niveau d'anglais. Est-ce que vous, avant de venir en Australie et au début en Australie, est-ce que vous avez un bon niveau d'anglais? Pour ma part, il était presque inexistant. Disons que j'arrivais à comprendre les choses basiques et j'arrivais par exemple à me présenter, mais ça n'allait pas plus loin. Ouais. Et maintenant, après 1 an et demi, j'arrive à aller sur des marchés et vendre des ananas à la ferme toute seule en parlant uniquement anglais. Donc je pense que j'ai eu quand même une petite progression de fait. Une bonne progression du coup. Alors je dis pas que je deviendrai bilingue, mais c'est vrai que j'ai quand même une belle progression, je pense. Et pour ma part, je me débrouillais un petit peu. J'étais pas du tout bilingue, quoi que ce soit. Mais
on va dire, j'avais pas forcément peur d'aller parler avec les gens. Donc ça m'a pas mal aidé. Après, je pouvais parler, mais la compréhension, c'était pratiquement zéro. Donc ça allait parce que Chloé arrivait à comprendre. Du coup, moi, je parlais et Chloé comprenait. Donc vous complétez On quoi. faisait un travail d'équipe. Ouais. Voilà, c'est ça. Et sinon, on a eu de la chance parce que toutes les fermes qu'on a faites, tous les gens étaient Très patient. très patients, nous aidaient à parler. Donc ça, c'était vraiment le top. Et là, on voit la belle évolution qu'on a faite. Donc On en est fiers. ouais, Ah bah que oui, du positif. vous pouvez. Et est-ce que ça a été un frein pour vous, pas avoir un bon niveau d'anglais, pouvoir travailler dans les fermes? Alors Martin, je pense que non, mais moi, oui, je n'osais pas parler parce que je savais que mon niveau d'anglais était très bas. Ouais. Donc j'osais pas par peur de dire des bêtises. Et en fait, ce qui est totalement idiot de ma part parce que justement, c'est en se trompant et en essayant qu'on apprend. Grave. Donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça, mais une fois lancé, ça s'est fait tout seul, on va dire. Ouais. Au moment où tu t'es lancé, que ton anglais a progressé. Ouais, c'est ça. Fallait passer la peur et ça a mis un peu de temps, mais ça s'est fait. Moi, ça m'a pas trop stoppé. Parce que de toute façon on était là pour ça et je sais qu'il faut se mettre dans le dur pour y arriver donc Oui. Je l'ai un peu laissé tomber, j'avoue, du coup vu que j'osais pas, il était obligé de le faire pour moi. Les Australiens, ils ont l'habitude d'avoir des Français, on le sait très bien, on n'est pas les meilleurs en anglais et ils ont l'habitude d'avoir des Français avec un niveau d'anglais très bas. Ah bah oui, on est très vite reconnus dans la rue. ouais, je pense qu'on est les pires En anglais. en anglais. Ouais. Et donc, en 1 an et demi en Australie, vous avez dû vivre pas mal de choses. Donc, est-ce que vous aurez une petite anecdote à nous raconter sur votre aventure? Alors oui, on a vécu pas mal de choses. Choisir une, c'est compliqué, mais je dirais qu'on a eu une mauvaise expérience dans une ferme. Du coup, je pense que ça arrive à plein de personnes et la nôtre était quand même pas mal. Ouais. En fait, eu un peu de mal à trouver du travail, donc on avait été dans une entre guillemets agence d'intérim mais spécialisée dans les backpackers et eux nous ont donné un contact en ferme de myrtilles, donc c'était à proximité de Melbourne et donc on s'est dirigé vers cette ferme. On avait juste eu un monsieur au téléphone qu'on n'avait malheureusement pas compris tout ce qu'il avait dit vu notre niveau d'anglais qui était bas. Pas bien un accent très compliqué. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a au téléphone on n'avait rien compris. Donc on s'est juste dirigé à la ferme et en fait en arrivant sur place pas grand monde nous ont accueillis. On avait quelques backpackers qui finissaient leur journée de travail, mais pas plus de personnes que ça, pas de patron. Rien. Et donc, on décide de s'installer sur place parce qu'on savait qu'on pouvait dormir sur le lieu. Donc, on commence à défaire notre tente, préparer nos affaires pour commencer à travailler le lendemain, etc. Et on attend que quelqu'un vienne nous voir. On attend peut-être, je pense, 2 heures. Personne ne vient. Et donc, on décide d'aller à la maison d'à côté. On semblait avoir entendu du monde, donc on va voir. Et on trouve notre futur patron. Et en fait, il était complètement bourré. Il était en train de boire avec des proches à lui. Et donc, il nous accueille très bizarrement. Il comprend qu'on est français. Il avait l'air d'avoir quelque chose contre les Français. Il nous insultait un peu tout en restant entre guillemets cordial, mais il nous insultait quoi. Il fumait beaucoup, enfin vraiment pas très propre sur lui-même non plus, faut le dire. Et donc il nous parle, il voit qu'on a un anglais assez bas, il commence à nous dire si vous comprenez pas ce que je dis, ça sert à rien de me parler, enfin des choses comme ça. Donc nous on était très mal à l'aise. Et quand on part cette discussion, on se dit où est-ce qu'on est tombé, sachant que il y avait aucun réseau, on était vraiment tous seuls, on n'avait pas d'eau potable, on nous avait promis de l'eau potable, une cuisine, etc. L'eau potable, c'était un puits où il y avait de la terre et des feuilles dedans. La cuisine était dans un état horrible comme je n'ai jamais vu. Un évier rempli de restes de nourriture dans de l'eau. Les toilettes et la douche, c'était des cabines de chantier. Enfin, vraiment un endroit qui faisait très peur. Et donc, on a décidé de partir sans rien dire. Parce que vu qu'il nous avait insultés, etc., on n'avait pas trop envie d'aller lui dire au revoir. Donc on est partis comme des voleurs. Mais la chance nous a souri parce que dès qu'on est parti, on a eu du réseau. Et on a eu une autre ferme qui nous a contactés à ce moment-là. Donc on a fini par trouver du travail. Ah ouais, donc une mauvaise nouvelle pour arriver sur une bonne. Mais du coup, la première personne que vous avez eu au téléphone, c'était pas le boss, alors c'était le contracteur. C'était le boss, mais en fait, je pense que le temps qu'on arrive, etc., quand on l'a eu au téléphone, il était peut-être
C'était peut-être pour ça qu'on n'a pas compris aussi. Il était peut-être un peu bourré, mais quand on est arrivé, il était vraiment dans sa mort. Quoi. Ouais. Non, ouais, vous avez bien fait alors de partir. Ouais, franchement, ça nous inspirait pas du tout confiance, ce lieu, et on a bien fait parce que du coup, on a trouvé une super ferme derrière, donc trop bien. Et en plus, vous étiez tout seul, il y avait personne autour, il y avait pas d'autres backpackers qui dormaient sur place. Il y avait un nouveau couple comme nous qui apparemment eux seraient restés. Mais pareil, eux, ils connaissaient pas, personne les avait accueillis. Enfin, ils étaient exactement comme nous. D'accord. Et qui sont restés. Eux ont osé rester. Alors, on sait pas après ce qui s'est passé, mais nous, on n'a pas osé. D'accord. Vous avez bien fait du coup pour le coup. Pour clôturer ce podcast, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent aller en Australie ou qui sont déjà en Australie? Le conseil, ce serait de foncer. D'y aller, franchement, c'est super cool. Faut pas avoir peur de la barrière de la langue. Si vous avez envie de progresser, vous progresserez. Venir avec quand même un minimum d'argent et ne pas tout flamber en ville dès les premières semaines. Faire gaffe à ce qu'on voit sur les réseaux. En ce moment, l'Australie est énormément à la mode sur les réseaux et tout le monde ne dit pas forcément la vérité. Du coup, essayez de raccrocher un peu les réseaux. Faites votre propre histoire, quoi. C'est ça. Votre propre aventure et aucune aventure est pareille. On a tous un road trip différent, on a tous une vie différente. Si la motivation est là, ça peut que bien se passer. C'est pas parce qu'il y a des moments moins bien que le lendemain ce sera une mauvaise journée. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Entre ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui est la réalité, de toute façon, c'est pas que pour l'Australie, c'est pour tout. Il y a quand même un sacré écart, Et qu'il faut, entre guillemets, aussi vivre au jour le jour, parce que des fois, on planifie notre road trip, on planifie le travail qu'on a envie de faire et l'argent qu'on va gagner. Mais en road trip, ça se passe malheureusement presque jamais comme ça. Donc, vivez au jour le jour, parce qu'on vraiment, c'est aléatoire le road trip. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une panne ou une météo qui fait on va rien faire aujourd'hui. On pensait gagner $900 la semaine, finalement il y a eu 3 jours de pluie, on n'en gagne que 400, voilà, on ne l'avait pas prévu mais c'est comme ça quoi. Ça me rappelle en Tasmanie, on devait passer une super journée sur une super belle plage et on a crevé pile en face de la plage et le nom de cette plage c'était Suicide Beach. On a gardé le moral, on a changé notre route et puis on a réussi à aller là où on voulait aller. Et je vous remercie pour cette interview, Martin et Chloé. Merci à toi de nous avoir pris contact avec nous. Je vous dis à bientôt. Ah oui, est-ce que vous souhaitez laisser votre Instagram si au cas où il y a des personnes qui ont des questions pour vous? Alors, on a plus un Polar Step si jamais ça peut intéresser. Polar Step, c'est Chloé Auvinet. Chloé C-H-L-O-E et Auvinet A-U-V-I-N-E-T. Et du coup, pour un Instagram, il y en a un qui veut en laisser un? Je vais laisser le mien. Donc c'est Martin Sicard. Martin comme le prénom et Sicard, S-I-C-A-R-D. Top. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à toi. Salut. Merci.